Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. On peut quand même faire du réseau avec la production en théorie. On n'a pas un système de hub, on a un système de point en France, c'est ça? Le réseau est un système maillé. C'est une toile d'araignée en gros. Et donc vous mettez à n'importe quel point de la toile soit un consommateur, soit un dispositif de production. Non, enfin, il est partiellement en étoile, mais vous avez également il est partiellement aussi en toile d'araignée. Quand il est purement en étoile, vous êtes dans ce qu'on appelle des presqu'îles électriques, typiquement la Bretagne ou le sud-est de la France, et le gestionnaire du réseau n'aime pas ça, je peux vous dire. Il aime bien avoir de la redondance. Dans ce cas-là, en quoi c'est un problème d'avoir une production en réseau qui est beaucoup plus limitée par... En quoi c'est un problème, pardon? Ah non, attendez. Quand je dis en tête de réseau, je parlais du voltage. Je ne parlais pas d'une position géographique. C'est-à-dire que le réseau en France, c'est un backbone, un squelette à 400 kV. En dessous, un réseau moyenne tension entre 20 et 80 000 volts. Et encore en dessous, un réseau de distribution à 220 volts. Enfin, 380 triphasés. D'accord? Et tête de réseau, je voulais dire des installations de production qui sont branchées sur la partie à 400 kV. C'est ça que je voulais dire. Que la centrale soit à Gardanne ou à Gravelines, c'est pas le sujet. C'est d'être sur le réseau à 400 kV. Parce que quand vous regardez, quand vous faites de rapides calculs, vous vous rendez compte que la déperdition électrique à ces tensions-là, à 400 kV, pour aller d'un bout à l'autre de la France, c'est quelques pourcents. C'est 2%, 3%, c'est pas beaucoup. Donc du coup, vous pouvez mettre votre centrale un peu où vous voulez, pourvu que vous ayez la capacité de transport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc un deuxième effet du soleil, c'est qu'il évapore l'eau et donc il la fait précipiter. Ce cycle de l'eau est à l'origine de l'exploitation de la première électricité d'origine renouvelable que nous ayons en importance, qui est donc l'hydroélectricité. Alors l'hydroélectricité, dans son principe, c'est extrêmement simple. C'est le perfectionnement des moulins à eau. Vous avez une énergie potentielle de chute qui est la masse fois la constante d'attraction fois la hauteur. Et donc ce que vous allez récupérer quand vous turbinez de l'eau, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est cette énergie potentielle qui devient de l'énergie cinétique quand vous ouvrez la vanne, fois un coefficient de perte qui est dû au fait que vous avez un peu de frottement. Vous avez un peu de frottement dans la canalisation qui va du barrage vers la turbine, et vous avez un peu de frottement sur la turbine elle-même. Alors, question, combien on peut en faire? Oui. Une question sur le rendement de la turbine, ça veut dire que le 0,708, c'est l'énergie potentielle, et ensuite c'est ce qui va directement à l'électricité, ou est-ce qu'il faut rajouter des transformateurs et générateurs? Non, 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 c'est le rendement total. Non, le rendement, c'est mécanique. Donc en fait, dès que vous avez un... Et inversement, le rendement du moteur électrique est très bon aussi. Donc la transmission mécanique de l'eau aux ailettes de la turbine a un très bon coefficient. Et par ailleurs, la transformation du mouvement en électricité a un très bon coefficient aussi. Alors la question, c'est combien on peut en faire? Alors ici, vous avez un petit calcul théorique pour l'Europe, justement, puisque la question m'a été posée tout à l'heure. En gros, de l'hydroélectricité, vous pouvez en faire facilement là où Mère Nature fait tomber l'eau en altitude, et que vous pouvez assez facilement, cette eau qui tombe en altitude, la collecter en altitude, faire une canalisation qui descend beaucoup plus bas, et la turbiner beaucoup plus bas. Donc le seul endroit de relief qui vous offre cette opportunité, ça s'appelle des montagnes. Donc les montagnes, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? Elles ont des vallées suspendues, c'est-à-dire des vallées que vous pouvez fermer en altitude. L'eau qui ruisselle dans ces vallées, que ce soit de l'eau de fonte de glacier, de l'eau de fonte de neige ou de la pluie, vous la collectez, ça s'appelle un barrage. Et du barrage, vous faites descendre, ou pas du reste, ça dépend là où vous avez mis le barrage, mais du barrage, vous faites descendre un tuyau en bas de vallée, et pour avoir la plus haute hauteur de chute possible, et en bas de vallée, vous turbinez l'eau
c'est juste un jet d'eau qui va actionner une turbine. Alors de temps en temps, vous n'avez pas de grande hauteur de chute. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissent le barrage de Serre-Ponçon, à Serre-Ponçon, vous n'avez pas de hauteur de chute, vous avez juste la hauteur d'eau du barrage. Parce que la turbine est au pied vous n'avez pas de dénivellation à l'aval. Alors, question, combien est-ce qu'on peut en avoir de cette affaire? Donc ici, j'ai regardé un certain nombre de massifs montagneux que vous avez en Europe. Pour chacun d'entre eux, j'ai regardé leur superficie et leur hauteur moyenne au-dessus des vallées. D'accord? Donc ça vous donne, une fois que vous avez le nombre de millimètres de pluie par an, fois la superficie, vous avez le volume d'eau qui tombe. Et une fois que vous avez la hauteur de là où ça tombe par rapport au fond de vallée, ben vous avez la hauteur de chute. Donc là, vous avez la masse d'eau tombée en altitude, fois la hauteur de chute, il n'y a plus qu'à rajouter G qui est le même chez tout le monde, et ça vous donne le potentiel théorique qui peut venir de l'hydroélectricité. C'est très simple, le calcul d'ordre de grandeur est très simple. Et ce que vous constatez, c'est que si on regarde voilà, et donc là après vous avez le rendement, on va dire, qui s'applique. Aujourd'hui, en Europe, l'hydroélectricité représente un peu moins de 1000 TWh, c'est entre 500 et 1000, je ne me rappelle plus exactement la quantité. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très loin du maximum théorique de ce qu'on peut faire. On a équipé l'essentiel des montagnes suédoises, norvégiennes, dans les Alpes, etc. On peut plus faire grand-chose. Ce qu'on peut encore faire, c'est des bassins de rétention artificiels. Par exemple, je me suis amusé un jour à faire un petit calcul théorique sur la quantité d'eau qu'il faudrait pomper au-dessus du Léman si on voulait stocker de cette manière l'énergie intermittente des éoliennes ou des panneaux solaires. Voilà, donc vous pouvez imaginer noyer toutes les vallées qui sont au-dessus du Léman, là, donc pour tous les gens qui aiment bien aller faire du ski dans les stations qui sont juste au sud du Léman, vous oubliez, il n'y a plus de vallées, il n'y a plus de stations. On fait des barrages partout, mais ça peut pomper l'eau du Léman et compenser l'intermittence des éoliennes. Mais si c'est le seul genre de truc que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'eau de pluie qui tombe naturellement, on a à peu près tout évacué, tout construit. Alors l'hydroélectricité, en fait, tout le monde a en tête le barrage que je viens d'évoquer, mais j'ai été incomplet dans mes explications parce qu'il y a une deuxième source de production électrique qui est importante, qui est ce qu'on appelle l'électricité au fil de l'eau. Alors là, c'est l'exact inverse du barrage qui est beaucoup de puissance, puisque vous avez une forte hauteur de chute, et pas la possibilité d'assurer de la production toute l'année, parce que sinon le lac de barrage se viderait rapidement. Le fil de l'eau, c'est l'exact inverse, c'est une dérivation d'un fleuve, une faible hauteur de chute, et ça tourne toute l'année. Alors en fait, ça tourne toute l'année, plus ou moins fortement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand on parle du débit du Rhône, on parle du débit d'un fleuve qui, au printemps, se balade à presque 1000 mètres cubes à la seconde à certains endroits, mais l'été, ça peut être 10 fois moins. Un été un peu sec. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, le Doubs a été totalement à sec sur une partie de son lit. Hein. Donc le débit même d'un barrage au fil de l'eau, eh bien, vous pouvez avoir une production quand même l'été qui est significativement inférieure à ce qu'elle est au printemps ou à l'automne. Et puis de l'autre côté, vous avez les barrages qui servent à faire de la régulation de pointe. Et donc là-dedans, vous allez trouver ce qu'on appelle les éclusés et les barrages de haute chute. Alors les éclusés, c'est des barrages de petite chute. En fait, c'est juste ça la différence. Donc c'est des barrages avec un réservoir, donc une retenue. Simplement, vous n'avez pas une grande hauteur de chute derrière la retenue. Alors que les barrages de haute chute, typiquement Grand Maison, c'est un barrage de haute chute. Serre-Ponçon est probablement dans les éclusés. Une fois que je vous ai dit ça, la question c'est quelle est la fraction de l'hydroélectricité dans l'approvisionnement électrique des pays aujourd'hui? Alors ce que vous voyez, oui. Est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de turbines au fil de l'eau qu'on peut mettre sur un fleuve? Non. Enfin oui, au sens de à partir du moment où il faut que vous fassiez 1 km pour avoir 10 mètres de hauteur de chute, eh bien si vous avez 300 km de fleuve, vous pouvez mettre 300 barrages au fil de l'eau, donc ça fait beaucoup, mais ça fait que ça. Et par ailleurs, sur 10 mètres de hauteur de chute, vous allez quand même avoir beaucoup moins que sur 2000 mètres, comme vous pouvez avoir dans les Alpes.
Dernier point, le fleuve sert aussi pour la navigation. Ça vous aura pas échappé de temps en temps. Le fleuve, du reste, ça sert tellement pour la navigation que là aussi, dans les conséquences de la sécheresse de l'été dernier, vous avez le Rhin qui s'est tellement asséché l'été dernier, enfin le bassin versant du Rhin s'est tellement asséché et le niveau du Rhin est devenu tellement bas qu'une partie des transports de marchandises qui permet à l'industrie allemande de tourner et même à certaines centrales à charbon de tourner, ce qui est une très bonne nouvelle de mon point de vue, les transports n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans le fleuve. Donc une partie de l'industrie allemande a tourné au ralenti à la fin de l'année dernière et ça explique peut-être la petite récession qu'a connue l'Allemagne sur le dernier trimestre de l'année 2018. Donc les barrages au fil de l'eau, vous avez un nombre limite lié au fait que la hauteur de chute du fleuve entre son embouchure et le début de l'endroit où vous mettez des barrages au fil de l'eau est aussi limitée, quoi. Donc ici, vous voyez la part de l'hydroélectricité dans l'approvisionnement électrique d'un certain nombre de pays. Vous voyez que le champion mondial, toute catégorie en proportion, c'est la Norvège, qui est aussi le premier producteur européen en valeur absolue de térawattheure hydroélectrique. De mémoire, un Norvégien consomme 3 fois plus d'électricité qu'un Français. Ça doit être dans ces eaux-là. Voilà, la France est pas très loin de la moyenne européenne. Vous voyez, à 10%, enfin à peu près 10%. Et vous voyez également qu'il y a des continents qui sont mieux lotis que d'autres, et en particulier l'Amérique du Sud est très bien lotie, parce que vous avez beaucoup de montagnes, la cordillère des Andes, beaucoup de flottes, il tombe beaucoup de pluie à l'équateur, et donc vous avez la possibilité de mettre beaucoup de barrages. Alors, en Europe, je vous le disais tout à l'heure, les barrages, on a un peu mangé notre pain blanc, au sens de, on a installé à peu près tous ceux qu'on pouvait installer. C'est pas aussi simple que ça ailleurs dans le monde, enfin c'est pas aussi vrai ailleurs dans le monde. Ici, vous avez un graphique qui vous représente pour chaque zone ce qui a été équipé, ce qui est encore envisageable économiquement, et ce qui pourrait l'être techniquement si on se fout du prix. En gros. Et ce que vous voyez donc pour l'Europe tout à droite, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de mémoire, on est à 600 TWh d'électricité produite aujourd'hui. Le petit calcul théorique que je vous ai fait tout à l'heure, c'est que si je prends toute la flotte qui tombe sur toutes les montagnes, on est plutôt à 1200. Et vous voyez, ça correspond à peu près au fait que la moitié est équipée. Mais si je ne prends que ce qui est économiquement considéré comme pertinent aujourd'hui, on est plutôt aux 2/3 ou aux 3/4. C'est en Asie, en gros, que vous avez le plus gros potentiel de barrages restant à construire. Alors retenez également une chose importante, c'est que l'essentiel des barrages dans le monde, là je parle bien des barrages, ne servent pas à produire de l'électricité. Ils servent à quoi ? À l'irrigation, absolument. Ça sert à faire des retenues d'eau pour l'irrigation. Alors en France, vous avez, soit dit en passant, aussi cet usage parfois sur certaines retenues d'eau. Ce qui veut dire que quand vous avez, également des lacs de barrage qui servent pour le tourisme. Par exemple, sur le barrage de Serre-Ponçon, il y a une école de voile de mémoire. Ce qui veut dire que vous pouvez commencer à avoir, avec les retenues de barrage, des conflits d'usage. C'est-à-dire que les uns disent « turbinez-moi l'eau pour avoir de l'électricité sans carbone », les autres disent « non, non, turbinez pas l'eau parce que je veux la garder pour l'irrigation », et les troisièmes disent « ne faites ni l'un ni l'autre parce que je veux pouvoir faire de la voile sur le lac de barrage ». Donc vous avez des conflits d'usage qui peuvent apparaître avec les retenues d'eau, et notamment entre l'agriculture et la production hydroélectrique. Pardon, et j'oubliais un dernier conflit d'usage, qui est de soutenir les débits d'étiage, puisque à la fois pour des raisons de production des centrales nucléaires en France, de refroidissement donc, mais aussi pour des raisons écologiques, parce qu'il faut que les poissons aient encore un peu d'eau pour survivre dans les fleuves, vous avez également des lâchers d'eau dans les barrages qui ont pour principal déterminant le fait de soutenir le débit d'étiage et qu'il reste de l'eau dans le fleuve. Donc vous avez, voilà, donc les barrages peuvent avoir des usages qui sont variés. Voici un lac de barrage. Il s'agit du barrage de Vajon, Longaronne, en Italie,
qui, à la fin des années 50 ou au début des années 60, je ne me souviens jamais, a connu un accident. Il y a eu des pluies diluviennes et une partie de la montagne qui était située, vous voyez bien là que ça s'est détaché là, donc c'est comme la face des Drues, mais sauf que ce n'est pas les Drues. Donc une partie de la montagne s'est détachée, a fait un énorme glissement de terrain qui est rentré dans le lac de barrage. Du coup, le lac de barrage a débordé. Toute la flotte est passée par-dessus le mur de barrage, a dévalé la vallée très encaissée qui était à l'aval et ça a fait plus de 2000 morts. Vous avez également en France la rupture du barrage de Fréjus-Malpasset, alors qui lui était une retenue d'eau à usage agricole, qui a également fait plus de 400 morts. Et enfin, l'installation la plus meurtrière, enfin l'accident d'unité de production électrique qui a fait le plus de morts dans le monde en instantané, c'est... Ben non, c'est pas Tchernobyl, sinon je vous poserai pas la question, voyons, c'est pas drôle. C'est un barrage. C'est le barrage de Banqiao en Chine qui, au milieu des années 70, c'est un complexe de barrages qui s'est rompu également à la suite de pluies diluviennes. Et alors évidemment, les statistiques sont pas très fiables, mais qui a fait n'importe quoi entre 20 et 100 000 morts. Là-dedans, une partie des gens sont morts de la vague de crue et beaucoup d'autres sont morts parce que comme les voies de communication étaient coupées et que vous aviez de l'eau croupie partout, ils sont morts du choléra. Voilà, donc les barrages, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas des installations complètement anodines. Et une blague que je fais souvent, c'est si on me donne le choix entre habiter près d'une centrale nucléaire et à l'aval d'un barrage, je choisis près de la centrale nucléaire sans hésiter. L'aval du barrage, ça a fait beaucoup plus de morts dans le monde historiquement. Alors maintenant, on va s'intéresser à la biomasse. C'est une question sur les batteries qui font avec un lac en bas, un lac en haut. Alors oui, vous avez également avec les barrages, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'en ai parlé au moment où je parlais de remonter l'eau du Léman. On peut faire des stations de pompage. Donc la station de pompage, c'est un barrage réversible. Les stations de pompage, c'est des barrages réversibles, c'est-à-dire que vous avez à la fois une turbine qui permet de turbiner l'eau en provenance de la retenue et une pompe. Pardon, et quand l'eau a été turbinée, au lieu de la laisser repartir dans le fleuve ou dans la rivière, vous la mettez dans une retenue à l'aval. Et quand vous avez de l'électricité en trop sur le réseau, vous faites le chemin inverse, c'est-à-dire qu'avec une pompe, vous prenez l'eau de la retenue aval et vous la remettez dans la retenue amont. Et cette installation-là s'appelle une station de pompage. Et en France, on en a 5 gigawatts de stations de pompage. Sachant que la puissance installée, c'est 100 gigawatts. Alors, mais c'est des installations qui permettent de récupérer un peu d'électricité, pas tant, et de fournir un peu d'électricité, pas tant. Parce qu'en termes de fraction de la consommation quotidienne que ça permet, c'est une toute petite partie.